5 sur 7 matin, bienvenue donc au débat matinal, au forum de discussion. Vous le savez, les coûts des denrées alimentaires augmentent sans cesse sur le marché. S'il est établi qu'il s'agit d'une conjoncture mondiale, certains commerçants en profitent tout de même pour spéculer aux grandes dames du consommateur, dont la tirelire déjà anémiée est soumise à une loi à géométrie presque variable de marché qui fonctionne au gré de l'humeur et de l'intérêt du commerçant. Une anomalie qui pointe du doigt la responsabilité des pouvoirs publics de la régulation des coûts sur nos différents marchés. Nous en parlons. Et puis, que peut faire l'État pour accompagner les couches les plus défavorisées afin d'accroître leur résilience? Le hautement social n'est-il pas là à l'épreuve de l'inflation? Question également à suivre, aussi le décryptage des conséquences économiques de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malgré les sanctions de l'Occident, la Russie avance et avance sans sexe. Évidemment, l'Occident tient la Russie au cou et Poutine tient l'Europe au portefeuille. Le gaz, le pétrole et les matières premières russes pèsent lourd dans la balance des décisions. La guerre commerciale charrie donc conflit politique. La Russie a-t-elle encore les cartes en main? Analyse de mes invités à suivre. Et qui sont-ils, mes invités? Il est resté avec nous, Grégoire Vidampon-Amoussou. Il est donc économiste, enseignant à l'ENA, l'École nationale d'administration. Rebonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et Casimir Kpédio, journaliste, analyste économique, est aussi avec nous ce matin. Bonjour, Casimir. Bonjour, Aman. Et il nous rejoint dans un instant, Servant Aouillon, responsable bureau de l'agence Ecofin. Mais avant qu'il ne nous rejoigne donc pour le débat matinal, Casimir Kpédio, mercredi dernier, nous étions ici, nous avons fustigé donc la hausse, évidemment on a compris, mais dans une moindre mesure fustigé la hausse du prix du pain. Par exemple, entre-temps, la situation est revenue normale sur intervention du gouvernement. Bien sûr, et c'est ce que nous avons dit le mercredi dernier. Nous avons donc demandé que l'autorité fasse donc la régulation, parce que nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto pour que des situations du genre ne soient donc pas véritablement contrôlées par l'autorité. Et je crois que cela a été effectif. Le cri de détresse donc des consommateurs également a été entendu par le gouvernement, et cela ne serait duré un peu longtemps parce que, je l'ai dit le mercredi dernier, ça risque d'être la goutte d'eau qui risque de déborder donc le vase. Heureusement que le gouvernement a été donc aux aguets, mais il faut rester vigilant parce que la situation n'est pas dépendante donc des producteurs locaux. La situation elle est internationale. Le blé est en train donc de connaître une situation des plus dégradantes ces 10 dernières années à cause donc de la crise ukrainienne et entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, ça ne se produit plus, ça ne s'importe plus vers le continent africain parce que, eh bien, les commerçants ne savent pas à quel sein se vouer face donc à cette crise-là. Donc, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vais demander donc aux producteurs et aux consommateurs d'être prudents parce que le mois de juin risque d'être un peu plus dur que ce que nous sommes en train de connaître en ce moment. Alors, Grégoire Vidampon, lorsqu'on analyse quand même un peu de plus près la situation, on se rend compte que pour autant, les boulangers n'ont pas grogné. Pour autant, les boulangers n'ont pas ronchonné quand le gouvernement a demandé à ce que le prix du pain revienne quand même à 125 francs CFA. C'est dire que la situation n'était pas aussi catastrophique et calamiteuse au point d'augmenter le prix du pain, par exemple. Merci beaucoup. Bon, je crois que il faut remercier le gouvernement parce que nous l'avions dit le mercredi passé qu'il faut que l'État intervienne et tout le rôle de l'État est là. Hein, certains parlent de paix de la nation, certains parlent de pouvoir public. Donc l'État est intervenu et parce qu'il doit réguler, il y a le rôle régalien, n'est-ce pas, de l'État, n'est-ce pas, de monter la direction à suivre. Bon, est-ce que les boulangers n'ont pas bougé? Je crois que, au regard de ce que nous avons entendu, je n'ai pas eu des actes, n'est-ce pas? Mais il semble quand même que le pain est revenu à 125 francs, avec pour corollaire la réduction du grammage à 160 grammes. Voilà, donc il y a deux options aujourd'hui
parce que j'ai discuté avec un boulanger hier. Il y a 2 options dans les boulangeries. Soit vous avez les 200 grammes à 150, soit vous avez les 160 grammes à 125. Donc, vous avez le choix entre les 2 options. Voilà. Donc, si cela se confirme, je crois qu'il va falloir remercier le gouvernement que nous avons quand même un choix, un portefeuille de choix où nous pouvons quand même revenir à la normale. Voilà. Très bien. Au-delà quand même du pain qui a fait réagir, qui a suscité l'ire donc des populations, il n'y a que sur le marché aujourd'hui ces produits-là du quotidien, ces pâtes alimentaires, ces boîtes de conserve, ces petites denrées que nous prenons sur le marché habituellement à un coût A, ont grimpé forcément jusqu'à un coût, je sais pas, alpha, bêta, oméga, ce qui fait que de jour en jour, soit il y a 25 francs qui augmentent, 50 francs, et on ne maîtrise pas forcément sur quelle base ces denrées alimentaires-là augmentent du prix. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, on va répondre à la question, une forme de laisser aller sur le marché, chacun fait ce qu'il veut? On a tendance à voir que chacun fait ce qu'il veut. Et effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes en train de poser un problème qui date d'un peu d'il y a 5 voire 10 ans, en ce sens que véritablement, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il y a une certaine réforme de l'administration fiscale qui ont été mal interprétées, mal analysées par les commerçants véreux. C'est la réforme fiscale qui a vu donc désormais l'assiette fiscale augmenter, qui a vu corriger un certain nombre de dysfonctionnements au niveau donc des importations. J'en veux pour preuve. Désormais, les moyennes entreprises et les petites entreprises ont été identifiées dans nos contrées et désormais on commençait par payer. L'administration a été dématérialisée, c'est derrière ça, avec aujourd'hui le système donc d'identifiant fiscal unique, à la fois pour les personnes physiques mais aussi pour les personnes morales, qui a pour corollaire donc la cherté donc de la vie, l'augmentation de ses prix. Vous allez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec, parce que désormais, ces entreprises qui opéraient tout bonnement dans l'informel, qui ne payaient pas les impôts, alors désormais ont été identifiées et ont été sommées, voire ont été redressées fiscalement parlant, et donc sont contraints désormais à payer. Alors la conséquence c'est quoi? Au lieu de sortir de leur propre poche, de leur comptabilité, ce que l'État leur réclame, ce qu'ils avaient trop perçu chez nous, ces messieurs sont allés encore greffer cette réforme-là sur la note, sur la facture presque salée donc des consommateurs, des populations. Ce qui a fait que on a l'impression que les réformes s'adressent beaucoup plus au panier de la ménagère, donc à ces comptabilités qui devraient normalement revoir leur mode de fonctionnement, écouter donc ce qui est en train d'être fait. Et par ici, j'ai souvent l'habitude de dire, l'administration pêche par le manque d'information au public, par l'explication, par donc la dissémination donc d'un certain nombre d'informations, par les explications. Et ça fait que, bon, au finish, c'est le béninois, c'est donc le consommateur final qui se retrouve donc le dos au mur. Ce qui a fait que par 7 ans, on a comme l'impression que le gouvernement est en train d'asphyxier le panier de la ménagère. On a comme l'impression que, eh bien, puisque c'est de lui il s'agit, que la direction générale donc des impôts en fait un peu de trop au niveau donc des taxes, au niveau donc de la fiscalité, et pourtant c'était une réalité. Chacun doit pouvoir payer ses impôts, chacun doit donc pouvoir reverser. Il y a la différence entre payer ses impôts et aussi aller reverser les impôts perçus en ce qui concerne donc les activités économiques au niveau du pays. Alors, monsieur Amonchou, lorsque vous interrogez ces dames-là dans les marchés, parce que moi, j'essaie quand même de comprendre, lorsque je vais acheter un produit que j'avais pour habitude peut-être d'acheter à 50 francs ou à 100 francs, c'est un exemple que je prends à tout hasard, et que du jour au lendemain, on me dit que le produit est à 150 francs ou à 175, voire même 200 francs, ou dit à Fofo, enfin, je me permets de parler en fond, à Fofo, et on ne sait pas fondamentalement sur quelle base ces produits-là reviennent coûteux et pourquoi
Au moins pour le blé, on connaît la trajectoire, on sait que c'est parce qu'il y a, oui, un conflit entre tel et tel autre pays et qui a occasionné, qui a généré telle incidence pardon, sur le marché financier. Et donc, les coûts des matières premières ont augmenté. Même pour les autres produits, les pâtes alimentaires, on en produit localement d'ailleurs, pour d'autres, des boîtes de conserve, même, je sais pas moi, des protéines, les saucisses, les œufs, la viande, je sais pas, vous découvrez du jour au lendemain que les prix grimpent et grimpent sans cesse. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question complexe. Mais il faut retenir ceci, que la plupart des biens que nous consommons sont des biens importés. Et là, pour expliquer ça, je vais trouver là deux causes. Il y a des causes externes et des causes à l'interne. Alors, nous l'avions dit la fois passée à la précédente émission. Nous étions au niveau de Covid, où les coûts de transport sont devenus élevés. Vous savez que les coûts de transport sont répercutés sur la fixation du prix de vente. Nous en étions là quand la guerre Russie-Irak est venue et nous dit bonjour, pour amplifier encore la situation. Deuxièmement, je vais plus gloser sur ce que mon professeur a dit. Il y a les causes internes, dont notamment la gourmandise d'un certain nombre d'opérateurs. D'accord? Et il a dit déjà brillamment, il y a plusieurs manières de régler la question. L'opérateur maintient sa marge bénéficiaire et répercute l'augmentation de toutes ces charges sur le consommateur final. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, n'est-ce pas, faire la politique qu'on appelle plutôt médium, réduire un peu sa marge bénéficiaire et répercuter une partie sur le consommateur final. Deuxièmement, il y a le problème d'assiette. Ce qui fait que nous, les prix augmentent et nous constatons, n'est-ce pas, la cherté d'un certain nombre de biens. Parce que le poids de l'informel dans notre économie est très élevé. Si bien que lorsque nous prenons la loi de finances, on a l'impression qu'il y a une pression fiscale. Alors que le problème qui se pose, c'est que c'est une minorité, n'est-ce pas, d'entreprises qui payent les taxes au nom de tous les autres. Alors, le jour où on va arriver à élargir l'assiette fiscale jusqu'au niveau de l'informel, c'est-à-dire il faut formaliser l'informel, le jour où on arrivera à le faire, alors là, nous aurons une base, n'est-ce pas, une assiette fiscale très large, ce qui va réduire un peu les charges. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, en dehors des causes externes, il y a les causes internes qui tous répercutent sur le coût final des biens. L'autre solution, je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en discuter, c'est qu'il faut faire en sorte quand même qu'il y ait des produits de substitution. On va revenir tout à l'heure. Servant à Ouyon, j'en viens à vous, forcément. Vous avez remarqué, vous avez donné d'ailleurs votre exemple la dernière fois avec le prix du lait qui a littéralement et considérablement augmenté. Et on constate que d'un commerçant A à un commerçant B, ça varie. Est-ce que vous avez trouvé peut-être à 1000 francs ici, chez l'autre commerçant, il vous dira 700 ou 800, alors que c'est le même produit, c'est peut-être de la même destination, de la même provenance. Vous dites, mais finalement, c'est un tohu-bohu, c'est un imbroglio qui ne dit pas son nom, chacun fait sa loi. En fait, c'est un peu ça, chacun fait sa loi. Quand on essaie de comprendre, parce que j'ai essayé de comprendre dans le week-end, qu'est-ce qui fait que certains produits augmentent? Il y a effectivement le coût des transports, le coût de l'essence a augmenté, donc on pouvait s'attendre à une légère augmentation, mais les augmentations faramineuses qu'on observe là sont essentiellement les conséquences du jeu de spéculation des commerçants, parce que même s'ils avaient le même fournisseur, on ne peut pas comprendre, ce que je veux dire, c'est que la plupart de nos marchés ont les mêmes fournisseurs, mais les différences de fixation de prix sont tellement nombreuses qu'on en arrive à se demander si en fait on ne fait que répercuter l'augmentation au niveau du ravitaillement. Donc je pense qu'il est quand même temps que l'État essaie de jouer son rôle dans cette situation. Et je crois que des premières informations que j'ai, le ministère du Commerce est en train d'entrer en contact avec les bonnes dames sur les marchés, d'essayer de les prévenir
peut-être avant de sanctionner, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Oui, mais est-ce que ça ne prend pas du temps parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est sur le consommateur final. C'est le Béninois qui est obligé de débourser, Casimir Pédio, qui est obligé de débourser 2 fois plus, voire 3 fois plus pour un même produit, alors que sa poche saigne fondamentalement. Il faut recadrer et ces commerçants véreux. Bien sûr, et vous avez compris que le mal existait il y a longtemps et que pas forcément en 5 ans on peut donc régler, comprendre donc tout ce système-là. Ils sont venus, ça fait quand même un bon moment que ce système est en place et donc on va quand même pas trop les dédouaner. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que c'est un système qui date d'il y a longtemps. C'est un système où, sous le pseudo donc de l'informel, les gens ont fait de n'importe quoi avec ce qu'il fallait, avec quoi il fallait pas s'amuser. On s'amuse pas avec l'estomac du peuple. J'ai comme l'impression que c'est devenu donc un sport favori au Bénin où ces commerçants-là se foutent pas mal donc du bien-être de la population. Et ils augmentent comme bon leur semble d'un détour donc au magasin ou bien d'une fausse information sur donc les tasses, eh bien, chacun rentre dans sa chambre et puis il fixe les prix donc de cette denrée sous prétexte que nous sommes dans un système libéral. Même dans ce système libéral, on doit pouvoir donc avoir l'autorité de régulation. Et je crois que c'est ce à quoi s'attelle donc le gouvernement, le système étatique en général, parce que tout à l'heure dans l'un de vos sujets, j'ai vu donc 2 autorités, pas des moindres de ce pays-là, que vous les aimez ou pas, il faut quand même reconnaître que le président de l'Assemblée nationale commence donc par s'inquiéter sur la situation parce que ça devient une politique publique et ça commence donc par faire trop de bruit dans les ménages. Il va falloir donc véritablement, pourquoi pas aller vers une législation qui puisse donc véritablement régler ces sujets-là. Vous avez vu avec le pain, c'est un secteur un peu plus ou moins organisé. Tout de suite, quand on a appelé les boulangers, eh bien, on a tapé du poing sur la table. C'est vrai. Lorsque vous êtes analyste économique, vous pouvez donc comprendre ce qui s'est passé. C'est un jeu donc d'ajustement qu'ils ont eu à faire parce que lorsque vous avez 200 grammes à 150 et que vous avez 160 grammes. 160 grammes à 125, rien n'est fait. C'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Mais que voulez-vous ici? Le consommateur veut avoir du pain, il s'en fout du grammage. À 125, il a eu son pain à 125. Bon. Et jusqu'à hier, il y en a qui continuaient pas à vendre le pain à 150 francs. Moi, j'en ai acheté à 150 francs. Et il faut les dénoncer. Et la bonne dame, la commerçante me dit... J'ose croire que cette cellule de veille au niveau donc du ministère de l'économie doit pouvoir descendre sur le terrain, identifier donc ces têtus-là, ces commerçants véreux et pouvoir taper fort pour que véritablement on puisse assister. Au-delà de ça, il y a un facteur qui d'ici à là va s'installer également et qui verra donc l'augmentation encore des prix. C'est le carême musulman qui va commencer. Le ramadan qui va commencer le donc 3 avril prochain. Le 3 avril prochain, c'est la période par excellence où jadis on connaissait donc la flambée des prix sur le marché et donc il va falloir que le gouvernement puisse anticiper que les différentes cellules, les différents services et directions qui aujourd'hui sont en train de travailler au niveau du ministère du Commerce puissent véritablement taper du poing sur la table pour que à cette occasion on n'assiste pas encore à l'augmentation. Que, pourquoi pas, les députés qui descendent véritablement maintenant sur le terrain et qui puissent écouter le cri de détresse des populations, parce que j'ai quand même l'impression que face à ça, on n'a ni association de consommateurs, ni État, ni député, ni personne pour venir donc écouter le cri de détresse de ces ménages-là qui croupissent sous le coup à la fois de la cherté de la vie et aussi de la rareté donc des revenus dans leur poche. La misère est dans
je crois que beaucoup aujourd'hui ont envie de changer de nationalité. Pas vraiment, on n'ira pas jusque-là. Alors, mon cher Grégoire Amoussou, parce que la situation elle est conjoncturelle, elle est liée donc à tous les pays. J'ai lu au Cameroun aussi que le prix du pain a augmenté. Donc, c'est dans tout l'espace que moi-même, voire même la CEMAC, parce qu'au Cameroun également, le prix du pain a augmenté et ça fait jaser également de ce côté-là. Donc, ce n'est pas l'apanage que des Béninois. Alors, j'en viens à vous, Grégoire Amoussou. Que doit faire l'État dans ce genre de circonstances? Quelle doit être la responsabilité de l'État? Parce que la situation est en train de perdurer dans le temps. On s'est dit, OK, c'est peut-être un feu de paille, ça va passer. Mais de jour en jour, on sent que, franchement, rien ne va. Et puis, au contraire, on est en train d'aller dans des sphères, des proportions assez inouïes. Voilà, on va souhaiter que d'abord que ça ne soit pas une inflation, parce que par définition, l'inflation, ce qu'on a pour le moment, c'est conjoncturel, c'est pas encore une inflation, parce que par définition, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix sur une longue période. Et pour le moment, on n'est pas encore allé à ce niveau-là. On n'est pas encore sur une longue période. Non, bon, ça fait quand même pas de 6 mois qu'on traîne ça. C'est une situation conjoncturelle. C'est maîtrisable. C'est maîtrisable. Selon l'INSAE, l'Institut national de la statistique, à fin février 2022, nous sommes autour de 2,8%. Pour une norme communautaire de 3%, ça veut dire la situation est encore sous contrôle. Et donc, je confirme ce que dit le scientifique sur le plateau. Nous n'en sommes véritablement pas encore à une inflation. C'est vrai. En clair, il n'y a pas lieu de s'alarmer, c'est ça? Non, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et quand vous le dites, les téléspectateurs qui sont à la maison nous regardent, ils disent non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils ne maîtrisent rien de ce qui se passe. C'est vrai, ça fait mal lorsque vous achetez ces produits, ça fait grincer les dents. Mais je vous dis, nous ne sommes pas encore à une situation où le Bénin doit pouvoir taper sur la table et demander assistance à l'UEMOA, à la CEDEAO, pourquoi pas. On va permettre à Grégoire. Donc, je disais tantôt qu'on n'en est pas encore là. Mais ce qu'on doit faire à court terme, parce qu'il faut sérieux, il faut faire un traitement, n'est-ce pas, non pas symptomatique, mais un traitement, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans la durée. Mais à court terme, il faut casser les monopoles. Il faut casser les monopoles. Ça veut dire quoi? Nous venons de le dire tantôt. Il faut faire en sorte que l'État agisse sur l'offre. Parce qu'en économie, lorsque l'offre est inférieure à la demande, les prix augmentent. Autrement dit, nous serons confrontés à d'autres problèmes si, d'un jour à un autre, la production de ces biens dont nous décrivons l'augmentation des prix baisse. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait une politique d'accroissement de l'offre par rapport à la demande. Le jour où l'offre sera supérieure à la demande, les prix vont s'équilibrer. C'est ça que Adam Smith a appelé la main invisible du marché. Donc, il faut casser les monopoles. Éviter que, n'est-ce pas, il y ait spéculation. Et là, l'État peut le faire. L'État a les manettes. L'État étant un pouvoir public, n'est-ce pas, dispose des instruments, des outils nécessaires, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, spéculation sur le marché. Très bien. Voilà. Allez-y. Donc ensuite, ce que l'État peut faire, c'est de suivre le contrôle, parce que une chose est de dicter des règles, mais il faut suivre, faire en sorte que ce qui est édicté, les instructions, les mesures, n'est-ce pas, qui sont édictées par l'État par rapport au respect des prix, soit contrôlé sur le marché. Et là, c'est là où la quadrature du cercle est à ce niveau-là. Donc, on a vu par le passé que bon, le gouvernement a donné des mesures, mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Donc, il faut un suivi sur le terrain. À long terme, comme je l'ai toujours dit, il faut une politique de substitution des biens, parce que tant que nous allons continuer à importer des biens, nous allons toujours eu de l'augmentation des prix, et ça va s'appeler l'inflation importée. Parce que ce n'est pas le Bénin qui produit. Tant que le Bénin ne produit pas la matière, tant que le Bénin ne produit pas le bien, alors là, nous allons toujours subir. Donc, quand je prends par le cas des céréales, c'est de voir parmi nos biens, je l'ai dit ici l'autre émission, est-ce qu'il n'y a pas des produits de substitution? Il faut investir dans la production agricole pour faire en sorte que, par exemple, je prends le cas du riz. Le Bénin importe des milliards de riz par an. Alors, ces milliards-là, si nous arrivons
n'est-ce pas, à investir dans l'agriculture ou à accroître la production du riz local pour que cette production soit compétitive sur le plan international. Non seulement nous allons régler le problème d'indépendance alimentaire, ou bien d'autonomie alimentaire, mais nous allons exporter pour avoir des devises. Et ça, c'est le règlement à long terme de la situation. Voilà. Alors, Servan Ouillon, généralement, dans ce genre de situation où sur le marché financier, il y a, sur le marché, pas financier, sur le marché, il y a cette forme de spéculation. Généralement, quelle est l'attitude des pouvoirs publics? Les pouvoirs publics doivent... il y a effectivement, comme on l'a déjà dit, les plafonds de prix depuis l'émission passée. Il y a un plafond de prix à ne pas dépasser. Donc, dès que le pouvoir public constate que ces plafonds de prix sont dépassés dans les marchés, bon, théoriquement, ils devraient avoir des moyens d'être informés des prix qui sont pratiqués. Dès que ces plafonds de prix sont dépassés, c'est au ministère du Commerce de mettre en branle sa machine pour essayer de sensibiliser dans un premier temps les spéculateurs, puis de sanctionner. Est-ce qu'on est déjà à l'étape de la sanction? Je ne saurais le dire parce que si on regarde bien la situation est devenue alarmante dès l'annonce en fin d'année dernière du nouveau régime des impôts. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que théoriquement, je dis théoriquement, même factuellement, les impôts ne concernaient pas forcément toutes les denrées qui ont été augmentées. Dans une certaine mesure, quand vous observez, il n'y a pas de lien entre ce que les commerçants reprochent aux taxes et les augmentations qui ont eu lieu. C'est-à-dire que chacun à son niveau a interprété le nouveau régime des impôts à sa manière et a décidé d'augmenter les prix. Et c'est surtout sur ça qu'il va falloir commencer à jouer, c'est-à-dire essayer de procéder à une explication des textes pour montrer ce sur quoi les différentes taxes agissent. Parce que c'est à partir de là que chaque spéculateur dans son coin a commencé à fixer ses prix. Je crois que c'est en début d'année que ça a vraiment été flagrant. Avec le prix des motos. Avec le prix des motos. Qui a grimpé à 100 000 francs. Alors que les nouvelles taxes n'entraînaient pas réellement d'augmentation de prix. Donc, après avoir procédé à une explication du régime des impôts, pour tout le monde, c'est-à-dire que même le citoyen lambda qui n'a aucune connaissance poussée en économie puisse comprendre ce que chaque taxe et quelle influence chaque taxe a sur son revenu et sur son pouvoir d'achat. À partir de là, maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer à sanctionner parce que les commerçants ne pourront plus décider sur un coup de tête ou après avoir juste regardé un journal et tout ça, ne pourront plus décider d'augmenter les prix sans base réelle. Parce que la vérité, c'est ça, c'est que les prix sont augmentés aujourd'hui sans base réelle. C'est-à-dire qu'une dame vient au marché aujourd'hui, elle entend les discussions entre les autres dames. Ah oui, il y a une guerre en Ukraine. Il y a quelque chose de complètement fou qui m'est arrivé récemment. Quand la guerre en Ukraine entre l'Ukraine et la Russie a commencé, j'ai voulu acheter du riz comme d'habitude. Et on m'a dit un prix total. J'ai demandé, mais pourquoi ça a augmenté? Il y a guerre en Ukraine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça? Où est le rapport? Où est le rapport? Donc, à chaque nouvelle information sur le régime des impôts, sur un conflit quelconque, quelque chose comme ça, où je me rappelle une fois, ça c'était l'essence. Il y avait une situation au Nigeria, si je me rappelle bien, sur la violence policière, les manifestations SARS et tout ça, la campagne SARS. À Cotonou, il y a eu des vendeurs d'essence qui ont tenté d'augmenter le prix. Heureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, mais c'est un peu ça. À chaque fois qu'il y a une nouvelle information, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on peut interpréter à sa manière, il y a des spéculations qui n'ont pas de base. Donc, c'est à l'État de contrôler ça. Alors, Casimir Payon, on en vient à présent à l'autre versant du sujet, justement, toujours concernant la cherté de la vie. Le gouvernement, en début de mandat, donc, a annoncé un mandat hautement social. On l'a vu avec d'autres mesures par le passé vis-à-vis des personnes en situation difficile, des couches les plus défavorisées, avec justement l'appui, les fonds Covid par exemple, qui ont été distribués aux entreprises pour essayer d'accroître leur résilience, pour essayer aussi de participer tant soit peu à ce que ces entreprises-là puissent survivre aux affres liées à la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, où l'inflation, ou du moins, on m'a dit que c'est de l'inflation, mais aujourd'hui, la cherté de la vie est de plus en plus prononcée.
Comment est-ce que le gouvernement doit mettre en branle ce volet social? Merci beaucoup. Déjà, en poursuivant ce qu'il a commencé, c'est-à-dire le contrôle des prix sur le marché, l'installation désormais d'une cellule permanente pouvant donc permettre de suivre bout à bout donc l'évolution de ces prix-là. Il y a un autre phénomène, un autre facteur qui dégrade aussi le coût donc des matières. C'est le bradage, si j'ose parler ainsi, sinon la vente illimitée des produits locaux. Je veux parler de l'exportation. Il va falloir que le gouvernement puisse contrôler le flux donc des produits locaux au niveau de la sous-région. C'est vrai, nous avons signé des accords, nous avons ratifié beaucoup d'accords, dont le TEC CEDEAO, UEMOA devenu CEDEAO, et puis la ZLECAF, tout et tout, et donc on ne devrait donc pas assister à un certain nombre de choses. Mais au-delà de tout ça, il y a ce que nous appelons en politique publique, enfin, dans les arcanes donc de l'économie, il y a la maîtrise donc du stock de souveraineté, du stock donc pouvant permettre à l'État de pouvoir faire face aux périodes de soudure. Le gouvernement doit constituer désormais ce stock-là pour permettre donc à sa population, pour régler donc le flux donc des exportations au niveau de la sous-région, parce que vous savez, vous en savez quelque chose, le Niger, le Nigeria surtout, vient donc nous acheter, vient pomper donc notre production. Ils attendent que nous finissions donc la production et puis allez, ils viennent avec de l'argent et suffisamment d'argent et puis ils achètent donc notre production, ce qui crée aussi la hausse donc des prix et non l'inflation. Il y a aussi un phénomène culturel que les Béninois doivent pouvoir corriger en eux. C'est l'extraversion donc de la consommation. Le Béninois va sur le marché donc de la consommation, trouve le même produit, mais l'un venant d'Indochine ou je ne sais d'où, et le même produit fabriqué ici, préfère acheter ce qui vient de l'extérieur. Ça, on ne peut pas le leur interdire, vous allez me dire, mais on va pouvoir quand même agir sur ça, parce que aujourd'hui, ça cause un véritable problème de la consommation. Quand le scientifique, le professeur, M. Amoussou, disait tantôt qu'il va falloir donc trouver des produits de substitution, eh bien, il faut corriger cela chez le Béninois, parce que ce qui est produit localement parlant, le Béninois n'en veut pas. L'exemple du riz, il est là. Le riz produit localement aujourd'hui, allez dans les supermarchés. Peu de gens vont vers ce riz-là. Il y a des griefs qui sont quand même formulés contre ce riz. Il y en a qui estiment que c'est gros grain, ça blesse le gosier. C'est pas normal lorsque vous laissez refroidi, incapable de manger, puisque ça devient dur. Et on préfère peut-être du riz parfumé au jasmin, parfumé au tournesol, parfumé à tout ce que vous voulez. Nous avons aussi nos arômes ici. Si vous voulez donc du parfum dans votre riz, je l'ai dit sur ce plateau, mais il y a des arômes naturels. Vous avez de ces plantes-là aromatiques que vous pouvez donc associer à votre riz et préparer avec. Vous voyez un peu, quand j'étais hier dans un supermarché, un monsieur est venu acheter une boisson une boisson dont je citais le nom, mais le boisson vient du Nigeria. La boisson, vous voulez dire? Une boisson de consommation. Et donc, la différence entre ce même produit sur le marché local est de 200 francs. Donc, quand il a fini d'acheter, il a donné l'argent. Pour lui, c'est à 500 francs. Et il s'en allait. Quand la dame l'a fait revenir, il dit non, tonton, c'est à 300 francs, s'il vous plaît. Et à lui de demander pourquoi c'est à 300, il dit celui-là, il vient du Nigeria. Vous savez, il a retourné le produit. Parce que lui, il veut le vrai produit qui est venu peut-être de l'Inde ou bien de la Chine. Je ne sais pas trop. Non, peut-être fabriqué localement. Bon, fabriqué localement parce que la licence, c'est parce que vous ne savez pas de quelle façon je parle. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, il y a un problème. Le Béninois a un problème avec lui-même. Le Béninois a un problème. Il va falloir également corriger cela, faire des émissions et faire comprendre aux Béninois que ce que nous produisons, d'abord, nous devons être en même de consommer ce que nous produisons. Et d'ailleurs, je vais encourager le gouvernement à déplacer le concept donc, du mois du consommation local à l'année du consommation local. Il va falloir désormais que nous ayons toute une année des activités pouvant permettre donc aux Béninois de consommer un peu ce que nous produisons. Moi, le week-end, j'étais dans un village un peu loin d'ici,
Mais je vous dis, la vie est moins chère. Ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, mes parents qui sont à Banté, à Savalou, n'en savent absolument rien parce que moi, j'ai vu des gens manger à satiété. Nous avons mangé à Villepré. Je me dis, mais c'est pas la réalité à Cotonou. Parce que la norme n'est pas celle du consommant étranger des produits donc venant de l'extérieur. C'est pas forcément ça au village. Après aussi, la vie pastorale n'a rien à voir avec la vie citadine. Alors, mon cher Grégoire, par le passé, on a quand même vu, quand il y a des périodes un peu difficiles comme celle-ci, le gouvernement, avec des partenariats, arrive quand même à subventionner des produits comme le riz qui est vendu à un prix moindre, et ce qui permet aux populations d'acquérir des sacs de riz qu'ils mettent en stock pour pouvoir essayer de gérer progressivement même des sacs de maïs qui sont subventionnés par l'État central pour permettre aux populations d'en acquérir. Mais depuis, on attend ces mesures pour sauter sur l'occasion, mais pour l'instant, ces mesures tardent à venir. Ok, merci monsieur le journaliste. Et je voudrais vous dire tout très rapidement que je fais partie des économistes qui sont contre la subvention. Parce qu'on l'a vu dans plusieurs pays, la subvention n'a pas toujours réglé les problèmes. Au contraire, elles en ont amené d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement, même dans les grands pays, les pays que nous aimerions copier souvent, quand vous allez subventionner le riz ou bien le blé, qu'est-ce que le Béninois va faire? Puisque ça va devenir moins cher. Comme c'est plus cher au Togo, au Burkina, il ne va pas fabriquer le pain, il va fabriquer le pain au Bénin, il ne va pas consommer, il va préférer en revendre au Togo, au Burkina, pour en ramasser et récolter les fruits. Donc l'effet escompté par les politiques publiques, n'est-ce pas, ne vont pas se faire ressentir au niveau des populations. Parce que l'objectif là, c'est au niveau des populations les plus défavorisées. Et on a un exemple patent. Quand il y a des campagnes, par exemple, de distribution de moustiquaires, il y en a qui se battent pour en avoir assez. Et passer la période de distribution, de campagne de distribution, eh bien, on se met sur le marché à revendre les mêmes moustiquaires pour lesquels l'État est supposé, lutter contre, par exemple, le paludisme. Exactement. Là, c'est quand ils sont lucides. Sinon, papa, vous retrouvez ces moustiquaires là dans les champs. Mais si dans les champs, en train donc de faire la clôture pour les surfaces cultivées. Voilà, donc vous voyez, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Parce qu'il y a deux effets, soit ils vont stocker et attendre le bon moment pour en faire le déstockage et en vendre plus cher, ou bien ils vont exporter ça dans les pays étrangers. Ce qu'il faut faire ici d'abord, c'est quoi? Il faut que nous ayons ce qu'on appelle le patriotisme économique. Le Béninois doit avoir ce patriotisme économique. Parce que souvent on dit que les produits ne sont pas de bonne facture, etc., etc. Non. L'expérience a montré qu'il suffit de changer seulement l'emballage d'un produit et que directement on réoriente une frange importante de consommateurs vers un produit donné. Donc ce qu'il faut faire ici, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que progressivement, nous ayons ce patriotisme-là. Bon, il n'y a pas de miracle à faire en sorte que le Béninois aime son produit. Parce que c'est là où nous devons aller. Vous voyez, Indira Gandhi, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a parlé de la politique de la non-violence face aux colonisateurs, il dit, nous on n'a pas les armes, mais nous on a une arme économique. Nous boycottons les produits du colonisateur. C'est ça l'arme qu'il a utilisée, n'est-ce pas, pour vaincre le colonisateur. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une arme. Nous avons l'arme économique à notre portée, n'est-ce pas, pour pouvoir encenser bien cette politique-là. Donc il faut avoir le patriotisme et consommer béninois. Et je crois que ça va automatiquement régler un certain nombre de problèmes. Alors, mon cher Servan Ouillon, il y a une frange de la population qui croupit doublement parce qu'elle est défavorisée, parce qu'elle n'a pas forcément, je veux dire, les coups des franges pour faire face à la situation que nous traversons actuellement. À l'égard de ces personnes, quelle doit être la posture du gouvernement? Je pense que comme vous l'avez dit, plutôt... Le gouvernement a déclaré le mandat actuel, un mandat placé sous le signe du social. Donc je ne doute pas que dans les prochaines semaines déjà, il y aura des actions significatives dans ce sens. Mais comme vous l'avez dit, il faudrait vraiment effectivement
les subventions sont à certains égards néfastes dans une économie. Je pense que par rapport à certains produits de nécessité, de première nécessité, il faudra que le gouvernement agisse, surtout à cause des populations défavorisées. On n'en parle pas assez, mais la situation actuelle des prix qui est relative uniquement au Bénin n'est pas la seule chose qui va agir sur notre économie dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs facteurs exogènes qui vont agir aussi. Et si on n'arrive pas à circonscrire la crise actuelle qui est relative à l'économie béninoise essentiellement, on aura des problèmes très importants. Comme vous avez pu le voir dans les semaines passées, le prix du pain a suscité d'énormes réactions. Mais le prix du pain n'est qu'un baromètre. Quand le prix du pain a augmenté, c'est parce qu'il y a de nombreux produits à côté qui avaient déjà commencé à prendre un prix important. Le prix du pain est un baromètre et on doit pouvoir lire ce baromètre et tirer les conclusions qui s'imposent. Je pense que le gouvernement va agir dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que la situation des personnes défavorisées échappe aux personnes qui observent, donc je n'ai de conseils à donner à personne. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ils le feront, je crois. Très bien. Messieurs, vous avez vos avis sur le plateau. Nos internautes aussi ont leurs avis, forcément. L'ami Stanislas Oussalinkon vient donc pour relayer leurs différents avis, leur lecture de la situation sur nos différents canaux digitaux, les canaux digitaux de l'ORTB, Facebook, WhatsApp et Twitter. Ils ont été forcément sans nul doute nombreux à réagir parce que nous leur avons adressé la question. On va revoir en image donc la question. Pensez-vous qu'il y a une forme de laxisme dans la hausse des prix des denrées alimentaires? Quel doit être le rôle de l'État? Bonjour Stan. Bonjour, Herman Rodrigue Amenga. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien. Avec vous, donc, on va découvrir ce que pense l'homme d'Internet sur la question. Ah, absolument, ils sont nombreux à réagir. Cela prouve que le sujet les préoccupe également. Pour certains, la situation elle est mondiale, ça ne concerne pas que le Bénin et qu'il va falloir qu'on soit patient, surtout que ce gouvernement a déclaré ce mandat, le dernier d'ailleurs du président Patrice Talon, hautement social. Donc il va falloir qu'on soit patient et que avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a certains qui pensent plutôt que le gouvernement, l'État central les a abandonnés, le pouvoir public ne fait rien pour les protéger dans ce sens. Voilà ce qu'on peut retenir de façon générale de leur avis avant que je n'aille dans le vif du sujet. Allez-y, donnez-nous lecture de leurs différents avis. D'accord. Avec Hervé Kisaou Makouya, lui, il dit en fait l'ultra-libéralisme économique a aussi ses revers. Nous allons en souffrir. Selon Spero Senji, c'est clair qu'il y a énormément de laxisme. Le consommateur est abandonné par les pouvoirs publics. L'État doit réagir pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Pour Emmanuel Kofi Aglossi, tout commerçant profite de déficit de l'offre par rapport à la demande pour se faire plus d'argent. Le rôle de l'État, c'est de revoir à la baisse les droits de douane et autres taxes liées à l'importation des produits de grande consommation. 2. À moyen terme, actionner les leviers de production nationale en subventionnant les producteurs locaux, baisser les salaires politiques et augmenter progressivement ceux des fonctionnaires. Maouyon Brice Assou pense plutôt que la hausse des taxes ne provoque en réalité rien sur les produits de première nécessité. Il est plutôt question d'augmenter la productivité locale. Jean Zounon Kokou, pour lui, nous devons prendre notre mal en patience. Le président Patrice Talon a qualifié son second et dernier mandat de hautement social. Malheureusement, c'est sans compter avec la flambée des prix sur le marché mondial qui se répercute sur nos denrées de première nécessité. L'État doit trouver une stratégie pour permettre à la population de supporter l'inflation galopante, car la vie devient de plus en plus chère et insupportable. Pour le dernier internaute Sagbadja Agunkleto Ronis, l'inflation du prix des denrées alimentaires est devenue la chose la mieux partagée. Le gouvernement s'est engagé pour rendre la vie moins difficile aux consommateurs, mais il ne suffit pas de prendre des mesures. L'État doit veiller à l'application des dites décisions en opérant un suivi. Les consommateurs doivent eux aussi collaborer avec l'État central en dénonçant les professionnels indélicats.
Voilà donc ce qui est dit sur le sujet sur Internet. Le sujet passionne sans nul doute plus d'un, n'est-ce pas, Stanislas Oussalinkon? Parce que franchement, les Béninois, oui, ils estiment que la situation est en train d'aller vers des proportions assez dépassantes, enfin assez, oui, je veux dire. Merci Stan. Je vous en prie. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Lundi. Maintenant, on continue l'aventure. Bien sûr, vous continuez l'aventure demain avec aux commandes Rachida Biomama pour jeudi de l'éducation, jeudi aussi d'éthique, technologie de l'information et de la communication. Vous allez retrouver des rubriques comme Féminin avec Rebecca Finanfa Kendiaoune. Bien sûr, vous avez retrouvé le code de la route avec notre cher Constant Dianonpo en première heure, sans oublier bien évidemment l'heure du français avec Patrick Diossou et bien sûr Jean Fandé. C'est demain, prenez le rendez-vous. Merci Stan et à tout de suite pour évidemment le reste de ce que vous savez. 5 sur 7 matin se poursuit par contre ici sur le plateau, mon cher Casimir Payon. On continue donc d'évoquer le sujet. On a vu les avis des internautes justement quant à la responsabilité de l'État. Il y en a qui estiment qu'il faut essayer de baisser un peu les droits de douane pour pouvoir en arriver pour faire en sorte que les produits ne reviennent pas, le coût de revient des produits ne revienne pas cher. Quand on sait que nous sommes dans une économie fortement fiscale, est-ce que c'est une bonne idée de revoir les coûts de douane alors qu'on sait que c'est avec ces mêmes coûts de douane que nous allons construire le pays? C'est même fait à un niveau supra, déjà, à travers, je l'ai dit tantôt, la zone de libre-échange continentale où désormais les produits que nous allons importer donc du Niger, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud et que sais-je encore, ne sont plus frappés donc de droits de douane. Et donc ces produits-là, nous devons pouvoir les préférer, ça il faut le dire donc aux populations. Lorsque vous voulez acheter, il faut tenir compte donc de ces paramètres-là. Les produits qui viennent du continent africain sont exonérés de façon communautaire de droits de douane. Donc nous devons savoir choisir désormais, donc, parce que vous avez le blé qui vient de l'Europe, c'est vrai, mais il y a aussi du blé qui vient donc de l'Algérie. Il y a du blé qui vient donc de l'Égypte. Nous devons donc préférer cela. Et le gouvernement... Est-ce que le consommateur a le temps de vérifier tout ça? Bien sûr, c'est juste un coup d'œil. C'est juste un coup d'œil que vous jetez sur l'emballage et vous avez le Made in qui est écrit quelque part. Si vous ne savez pas lire, demandez donc à votre voisin. Lequel? Parce que quand vous allez à la pharmacie, quand le médecin vous dit c'est telle molécule vous allez acheter et non telle molécule, quand on y va, même quand on ne sait pas parler, on dit donc au pharmacien et c'est ceci on m'a dit d'acheter. Donc nous devons avoir ce comportement-là aussi au niveau de la vie économique. Et je crois que je vais emprunter peut-être, je vais galvauder, j'allais dire, un thème donc du professeur, l'intelligence économique. Nous allons domestiquer cette intelligence économique et commencer par sélectionner donc les produits que nous voulons pour notre consommation. Je crois que quand on va commencer par le faire, nous allons donc répondre favorablement. Parce que ici sur ce plateau nous avons beaucoup dit écoutez, l'industrialisation donc de notre consommation la veille, c'est pas pour demain, nous allons le dire, mais le gouvernement n'a pas les moyens par exemple de produire donc du lait, de produire donc du fromage, de produire des saucisses du jour au lendemain. Nous n'avons donc pas cette capacité, mais il y a des pays de la sous-région qui donc excellent déjà dans ces productions là. Il va falloir réfléchir donc à des solutions comme ça. Et aussi le gouvernement doit pouvoir inciter les importateurs à aller vers les produits africains de consommation communautaire. Et donc, moi, je crois qu'il y a aussi ce travail qu'on doit pouvoir faire. L'autre chose que je voudrais aussi, c'est un défi que je lance au gouvernement, c'est par rapport à la balance commerciale. Quand moi, je m'amuse à prendre les données statistiques, la balance commerciale du Bénin a été de tout temps et de tout lieu. Déficitaire. Merci. Et ça, quand vous êtes étudiant, on vous parle de la balance commerciale. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous ajoutez simplement déficitaire. Vous nous connaissez d'autres expressions sur la balance commerciale du Bénin. Ça si pourrait pas être excédentaire un jour. Merci. Je souhaiterais que le gouvernement puisse prendre cela comme un défi majeur parce qu'aujourd'hui, on a vu ce gouvernement a relevé tous les défis en termes donc de politique publique. Moi, je voudrais que pour les 5 prochaines années, que le Bénin puisse travailler pour avoir une balance commerciale excédentaire.
Ça suppose quoi? Ça suppose que nous avons moins de produits aux portes, c'est-à-dire moins d'importation et plus de produits en exportation. Ça, c'est un défi. Et pour emprunter donc l'expression de tout à l'heure au professeur, à ce prix-là, le Bénin va commencer donc par impacter positivement les crises, les pays qui, après donc cette crise Ukraine, Russie, vont vouloir relancer leur économie. Le Bénin pourra se positionner comme un label en termes de solutions intelligentes pour véritablement amasser des dollars. Parce qu'ici, il s'agit de dollars, il s'agit de yuan, il s'agit des devises qui ont plus de valeur donc, que le CFA. Vous faites bien de donner une passe décisive parce que oui, ça sert de couloir de transmission pour atterrir sur le troisième sujet en débat à ce matin. C'est bien sûr le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous le savez, aujourd'hui, l'Occident tient l'Europe au cou avec les différentes sanctions, mon cher servant Aouyan, et la Russie, quant à son tour, à son gaz et son pétrole. C'est vrai qu'hier, il y a le groupe français, le célèbre groupe français Total Énergie qui annonce la cessation de tout partenariat avec la Russie d'ici à la fin de l'année. Pourquoi pas tout de suite, on se demande? Tout de suite, ce n'est pas du tout possible parce que rien que le fait d'avoir des débats sur le blocage du pétrole et du gaz russe a fait augmenter le coût des barils qui est monté à $110. C'est-à-dire que le gaz et le pétrole européen et russe sont tellement importants pour l'Europe que ne pas y accéder demande une préparation de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, décider immédiatement d'arrêter d'acheter le gaz russe ou le pétrole russe n'est pas possible. Alors, professeur Amouchou, aujourd'hui, est-ce que la Russie, malgré les sanctions, a toujours les cartes en main? Parce qu'il y a cette guerre, évidemment, économique qui s'imbrique dans cette guerre politique. Il y a l'Europe qui frappe la Russie des sanctions avec la suspension, le gel des avoirs, par exemple, des oligarques russes. On pourrait se demander, mais en quoi ça me concerne si Vladimir Poutine déclare une guerre à la Russie? Je suis son ami, je ne suis pas le décideur, je m'en fous. À la limite, pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sanctionne, on sanctionne mes avoirs alors que je n'ai rien à voir avec la décision du président Poutine? On pourrait se le demander naïvement. Bon, merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans un village planétaire. Et je l'ai dit tantôt, tout est interconnecté aujourd'hui. Nous sommes dans une interdépendance très accrue qui s'accroît de jour en jour. Lorsque vous regardez le journaliste Péjor vient de le dire, quand vous observez la balance commerciale de notre pays, vous constatez quand même qu'il y a une majorité de biens importés de l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, il est difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, de sanctionner la Russie sans se sanctionner soi-même. Parce que tout est interconnecté. Il n'y a pas de pays qui soit véritablement indépendant de l'autre aujourd'hui. Donc, ce qui se passe en Russie, nous l'avons déjà senti ici. Il a fallu quand même qu'un président envahisse un pays, envahisse un autre, pour que nous qui sommes à des milliers de kilomètres, nous commençons par parler du pain. Et du blé, et de macaroni et autres. Parce qu'on parle du pain, mais personne ne parle de macaroni. Personne ne parle de couscous. Et tout ça, c'est fait à base de blé. Donc, tout ce qui est fait là-bas doit nous impacter parce que nous sommes interconnectés. Et rien n'est isolé aujourd'hui. Voilà, donc, tout ce qui est fait en Russie, et ce qui est important à retenir, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est bon. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque la guerre va se poursuivre? C'est ça la question aujourd'hui. Si la guerre se poursuit, notre dépendance va se poursuivre, va s'accroître, va s'amplifier, si nous ne trouvons pas une solution alternative dans notre pays. Et là, la question, ça revient à la même chose. Qu'est-ce que nous faisons pour remédier à ça? Voilà.
Très bien. Alors, à Casimir Pédior, on va répondre à la question donc, que pose le sujet. Aujourd'hui, on a l'impression, franchement, que malgré les différentes sanctions, la Russie continue de tenir l'Europe au portefeuille, puisque l'Europe est fortement dépendante du gaz et du pétrole russe, voire même du blé russe. Et donc, bien qu'il y ait les sanctions, l'Europe continue quand même de s'approvisionner auprès de la Russie, ce que dénonce d'ailleurs le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui estime qu'il faut que parce que l'Europe continue de s'approvisionner de gaz et du pétrole auprès de la Russie, ces revenus-là sont réinjectés donc, dans la guerre pour détruire l'Ukraine. Et vous avez compris toute l'intelligence de la Russie. Vous avez compris toute l'intelligence du président russe qui, contrairement aux autres pays, ne bavarde pas trop, ne parle pas trop. Mais on a compris maintenant que dans ce silence, il travaillait. Il faisait travailler ses scientifiques. Ils ont compris aujourd'hui la nécessité de frapper et de frapper fort. De ne peut-être pas avoir raison, ça, nous, les politiques viendront vous le dire, mais de comprendre qu'ils sont un maillon essentiel dans la chaîne des valeurs économiques au niveau du monde. Ils ont un certain nombre de produits qu'ils ont imposés à l'économie mondiale, qu'ils ont imposés à des puissances jadis, comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, qui s'égosillaient, qui bavardaient des forums, des forats, mais qui en réalité dépendaient de la matière première russe ou Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie sait pertinemment que si elle engage une crise de cette nature-là, qu'elle en souffrira. Mais chez elle, c'est beaucoup plus, elle souffrira des finances, beaucoup plus que donc de son industrie. Et que vous ne pouvez, la France ne peut rien faire, l'Allemagne surtout ne peut rien faire aujourd'hui en termes donc de bien-être social sans son gaz. Et vous avez vu comment il est assis tranquillement dans son fauteuil et il téléguide donc ses opérations. Et il sait pertinemment que quel que soit l'embargo que ces multinationales, que ces pays vont prendre, lui, il en a fait beaucoup de stocks. On parle des oligarques russes qui sont des moyens, qui sont persécutés, mais qui ne sont pas, ils ne sont pas du tout donc inquiétés parce qu'ils savent qu'ils ont pris le temps d'étudier, vous voyez, la géopolitique au niveau donc des différents pays. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si vous parlez donc de la santé, vous parlez de l'agriculture, vous parlez des importations, vous ne pouvez rien faire. Et le monde entier est en train de découvrir donc la Russie, l'Ukraine, en ce qui concerne donc l'économie mondiale. Je crois que c'est une intelligence économique au-delà de cette crise-là, que les pays africains doivent pouvoir copier et adapter à leur réalité, parce que le bavardage, en réalité, c'est pas ça qui fait l'économie. Mais c'est celui-là qui aurait donc mis sur pied une stratégie pouvant lui permettre d'être le tout-puissant malgré la crise que ces actions pourraient engendrer sur le terrain. Alors, Servan, est-ce que vous pensez que les oligarques russes ont anticipé, peut-être en allant planquer leurs revenus dans les paradis fiscaux, et souffriraient aujourd'hui moins donc, de la pression de l'Occident? Bon, honnêtement, à part le cas de Roman Abramovich qui dirige Chelsea, on n'a pas beaucoup de cas d'oligarques qui ont des revenus présents en Europe et qui souffrent réellement de... En tout cas, ces cas-là ne sont pas énormément médiatisés. Ce que je sais, c'est que, pas au niveau des oligarques, c'est que les sanctions européennes ont vraiment impacté la Russie, qui, dans le rouble, la monnaie a perdu 40% de sa valeur. La Russie a été exclue des systèmes financiers internationaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui fournissent des produits tels que les smartphones ou des produits de première nécessité qui sont en train de quitter le pays. Du côté des oligarques, ceux qui sont proches du gouvernement ont évidemment une bonne partie de leurs avoirs sur le territoire russe qui ne sont pas impactés. Mais jusque-là, je ne suis pas d'accord pour dire que la Russie s'en sort blanc-seing de la situation. Parce que effectivement, il y a cette image de la Russie qui a l'habitude des longues guerres, que ce soit sur le plan
politique. La Russie et, bon, par extension, l'URSS a cette culture-là de tenir les sièges. Des sièges, que ce soit sur le plan offensif ou défensivement. Quand la Russie attaque, elle peut mener une guerre de longue durée. Quand la Russie défend son territoire aussi, elle peut mener une défense de longue durée. Sur le plan économique, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, je pense que pour la première fois, on est en train de voir quelques failles dans cette image de cette capacité à tenir cette résilience de la Russie par rapport à la guerre économique que l'Union européenne et les États-Unis qui viennent de rajouter des sanctions. Maintenant, effectivement, la réponse russe est plutôt intelligente. Ils savent qu'il y a le gaz et le pétrole. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sanctionner le gaz et le pétrole russe, c'est réduire l'approvisionnement du marché et faire monter encore les prix, ce qui est compliqué. Donc, la situation, c'est une vraie partie d'échec qu'il faudra observer. Les oligarques ne sont, on va dire, que des pions, parce que aucun oligarque n'est encore aussi affecté par les sanctions que son quotidien est devenu compliqué. Donc, ce sont juste des moyens de pression qui, pour le moment, je pense, à part les situations très médiatisées comme la situation de Chelsea et de Roman Abramovich, ne sont pas très contraignantes. Donc on voit là donc et évidemment cette situation entre la Russie et l'Ukraine qui, ma foi, va encore perdurer encore quelques jours, même si le président Volodymyr Zelensky est désormais prêt à négocier donc avec il a toujours été prêt à négocier. Il a toujours été prêt, mais il n'est pas toujours prêt à faire des concessions. On sait que la Russie est quand même un habitué de ce genre de situation, parce que il y a 8 ans, lorsque la Russie annexait quand même la Crimée, il y avait déjà les sanctions occidentales et la Russie a quand même pu s'en sortir. Oui, effectivement. Mais vous savez, j'ai du mal avec les personnes qui présentent la situation comme uniquement une responsabilité de la Russie. Parce que quand la polémique sur l'ajout de l'Ukraine à l'OTAN est née, je refuse de croire que toutes les chancelleries européenne ne savait pas quelle était la réaction qu'aurait la Russie qui, en 2014, a annexé la Crimée. Donc, je ne sais pas. On peut dire que tout est de la responsabilité de la Russie. Pour moi, c'est faux. Alors, Grégoire Amoussou, on va finir sur le sujet, parce que là, le temps qui nous est imparti pour le débat est complètement terminé. C'est de l'intelligence économique, on va dire. Évidemment, c'est de l'intelligence économique, et je voudrais vous dire aussi que la Russie détient une cellule d'intelligence économique, politique, très très efficace depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce que nous devons noter, c'est que les Occidentaux, notamment l'OTAN, ils ont méconnu, n'est-ce pas, les réelles motivations de Poutine. Très bien. Allez-y, pour finir. Poutine veut redessiner la carte géopolitique du monde. Poutine n'est pas d'accord avec le traitement que l'OTAN lui fait. Poutine ne veut pas qu'on place des rampes nucléaires sur le territoire ukrainien. Poutine veut, n'est-ce pas, un statut neutre de l'Ukraine. Mais Poutine veut aussi montrer sa force, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la France s'assoit à la place de G8, alors que la Russie est plus forte que la France. Vous voyez ce qui se passe? Donc aujourd'hui, la Russie a anticipé depuis la guerre de Crimée, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, les institutions disent que la Russie a des devises étrangères et de l'or qui peut lui permettre de vivre pendant 5 ans, sans se référer, n'est-ce pas, à ces sanctions. Et la Russie a déjà créé son système monétaire à lui seul. Vous allez voir, n'est-ce pas, dans les informations, que la Russie a déjà suspendu Facebook, elle a déjà suspendu Google. Tout est en train de créer par ces scientifiques le système. À Telegram aussi. Hein. Voilà. Telegram, c'est pour les Russes. Merci beaucoup, Grégoire Amoussou. Vous êtes donc économiste enseignant à l'ENA, l'École nationale d'administration. Merci, Casimir Pédior, journaliste, analyste économique. Et merci aussi à Servan Aouillon, le responsable bureau de l'agence Ecofin au Bénin.